Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour une nouvelle lecture. La lecture de Germinie Lacerteux des frères Goncourt, Jules et Edmond. Ces deux romanciers du 19e siècle issus du naturalisme qui sont à l'origine de l'Académie Goncourt et du prix du même nom qui décerne un prix littéraire chaque année, vous le savez. Petite séance de rattrapage, maintenant c'est fait. On peut donc reprendre cette lecture. Nous sommes au chapitre 4. Et Germinie Lacerteux est une jeune femme de chambre, si je puis dire. Elle a seulement une quinzaine d'années et c'est le personnage principal, inspiré de la femme de chambre des frères Goncourt qui s'appelait Rose et qui connut une descente tragique vers l'alcoolisme. Alors bon, rassurez-vous, Germinie, elle n'en est pas encore là puisque pour l'instant, elle voue un culte, notamment à l'église. Quotidiennement, en fait, elle y va. Et il y a donc là, au moment où on reprend la lecture, une description du prêtre. Vous le savez, vous pouvez réagir avec moi, #VBN sur l'émission. Je vous attends pour vos commentaires. Et donc, on reprend cette lecture ensemble dès à présent. Ce prêtre était jeune. Il était bon. Il avait vécu de la vie du monde et un grand chagrin l'avait jeté, brisé dans cette robe où il portait le deuil de son cœur. Il restait de l'homme au fond de lui et il écoutait avec une pitié triste ce malheureux cœur d'une bonne. Il comprenait que Germinie avait besoin de lui, qu'il la soutenait, qu'il l'affermissait, qu'il la sauvait d'elle-même et la retirait des tentations de sa nature. Il se sentait une mélancolique sympathie pour cette âme, toute faite de tendresse pour cette jeune fille, à la fois ardente et molle, pour cette malheureuse, inconsciente d'elle-même, promise à la passion par tout son cœur, par tout son corps, et accusant dans toute sa personne la vocation du tempérament, éclairée par l'expérience de son passé. Il s'étonnait, il s'effrayait quelquefois des lueurs qui se levaient d'elle, de la flamme qui passait dans ses yeux, à l'élancement d'amour d'une prière, de la pente où ses confessions glissaient, de ses retours vers cette scène de violence, cette scène où sa très sincère volonté de résistance paraissait au prêtre avoir été trahie par un étourdissement des sens plus fort qu'elle. Cette fièvre de religion dura plusieurs années, pendant lesquelles Germinie vécut concentrée, silencieuse, rayonnant tout à Dieu. Au moins elle le croyait. Cependant, peu à peu, son confesseur avait cru s'apercevoir que toutes ses adorations se tournaient vers lui. À des regards, à des rougeurs, à des paroles qu'elle ne lui disait plus, à d'autres qu'elle s'enhardissait à lui dire pour la première fois, il comprit que la dévotion de sa pénitente s'égarait et s'exaltait en se trompant elle-même. Elle l'épiait à la sortie des offices, le suivait dans la sacristie, s'attachait à lui, courait dans l'église après sa soutane. Le confesseur essaya d'avertir Germinie de détourner de lui cette ferveur amoureuse. Il devint plus réservé et s'arma de froideur. Désolée de ce changement, de cette indifférence, Germinie, aigrie et blessée, lui avoua un jour en confession les sentiments de haine qui lui venaient contre deux jeunes filles, les pénitentes préférées de l'abbé. Le prêtre alors, l'éloignant sans explication, la renvoya à un autre confesseur. Germinie alla se confesser une ou deux fois à cet autre confesseur, puis elle n'y alla plus. Puis elle ne pensa plus même à y aller. Et de toute sa religion, il ne lui resta plus à penser qu'une certaine douceur lointaine et comme l'affadissement d'une odeur d'encens éteint. Elle en était là, quand mademoiselle était tombée malade. Pendant tout le temps de sa maladie, ne voulant pas la quitter, Germinie n'alla pas à la messe. Et le premier dimanche où mademoiselle, tout à fait remise, n'eut plus besoin de ses soins, elle fut tout étonnée de voir sa dévote rester et ne pas se sauver à l'église. « Ah ça !»
lui dit-elle. « Tu ne vas donc plus voir tes curés à présent? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, hein ?»« Rien, » fit Germinie. Chapitre 5. « Voilà, mademoiselle, regardez-moi, dit Germinie. » C'était à quelques mois de là. Elle avait demandé à sa maîtresse la permission d'aller ce soir-là au bal de noces de la sœur de son épicier, qu'il avait prise pour demoiselle d'honneur. Et elle venait se faire voir en grande toilette dans sa robe de mousseline décolletée. Mademoiselle leva la tête du vieux volume, imprimé gros où elle lisait, ôta ses lunettes, les mit dans le livre pour marquer la page et fit « Toi, ma bigote, toi au bal ? Sais-tu, ma fille ? Ça me paraît tout farce, toi et le rigodon. Ma foi, il ne te manque plus que d'avoir envie de te marier. Une chienne d'envie. Mais si tu te maries, je te préviens, je ne te garde pas. Oust! Je n'ai pas envie de devenir la bonne de tes mioches. Approche un peu. Oh! Mais sac à papier. Mademoiselle montre tout. On est bien coquette, je trouve, depuis quelque temps. Mais non, mademoiselle, essaya de dire Germinie. Avec cela que, chez vous autres, reprit mademoiselle de Varandeuil en suivant son idée, les hommes sont de jolis cadets. Ils te grugeront ce que tu as, sans compter les tapes. Mais le mariage, je suis sûre que ça te trotte par la cervelle, cette histoire-là, de te marier quand tu vois les autres. C'est ça qui te donne cette frimousse-là, hein, je parie. Bon Dieu de Dieu. Maintenant, tourne un peu là qu'on te voit, dit mademoiselle de Varandeuil, avec son ton de caresse brusque, et mettant ses deux mains maigres aux deux bras de son fauteuil, croisant ses deux jambes l'une sur l'autre et remuant le bout de son pied, elle se mit à inspecter Germinie et sa toilette. « Que diable !» dit-elle au bout de quelques instants d'attention. « Muette, comment, c'est toi ? Je n'ai donc jamais mis mes yeux pour te regarder ? Bon Dieu, oui. Ah mais... Elle mâchonna encore quelques vagues exclamations entre ses dents. « Où diantre as-tu pris ce museau de chatte amoureuse ?» fit-elle à la fin. Et elle se mit à la regarder. Germinie était laide. Ses cheveux, d'un châtain foncé et qui paraissaient noirs, frisotaient et se tortillaient en ondes revêches, en petites mèches dures et rebelles, échappées et soulevées sur sa tête maigre malgré la pommade et ses bandeaux lissés. Son front petit, poli et bombé, s'avançait de l'ombre d'orbites profondes où s'enfonçaient et se cavaient presque maladivement ses yeux. De petits yeux éveillés, scintillants, rapetissés et ravivés par un clignement de petites filles qui mouillaient et allumaient leur rire. Ses yeux, on ne les voyait ni bruns ni bleus. Ils étaient d'un gris indéfinissable et changeant, d'un gris qui n'était pas une couleur, mais une lumière. L'émotion y passait dans le feu de la fièvre, le plaisir dans l'éclair d'une sorte d'ivresse, la passion dans une phosphorescence. Son nez court, relevé, largement troué, avec les narines ouvertes et respirantes, était de ces nez dont le peuple dit qu'il pleut dedans. Sur l'une de ses ailes, à l'angle de l'œil, une grosse veine bleue se gonflait. La carrure de tête de la race lorraine se retrouvait dans ses pommettes larges, fortes, accusées, semées d'une volée de grains de petites vérolles. La plus grande disgrâce de ce visage était la trop large distance entre le nez et la bouche. Cette disproportion donnait un caractère presque simiesque au bas de la tête, où une grande bouche aux dents blanches, aux lèvres pleines, plates et comme écrasées, souriait d'un sourire étrange et vaguement irritant. Sa robe décolletée laissait voir son cou, le haut de sa poitrine, ses épaules, la blancheur de son dos, constant avec le hâle de son visage. C'était une blancheur de lymphatique. La blancheur à la fois malade et angélique d'une chair qui ne vit pas. Elle avait laissé tomber ses bras le long d'elle,
des bras ronds, polis, avec le joli trou d'une foussette au coude. Ses poignets étaient délicats, ses mains, qui ne se sentaient pas le service, avaient des ongles de femme. Et mollement, dans une paresse de grâce, elle laissait jouer et rondir sa taille indolente, une taille à tenir dans une jarretière, ce que faisait plus fine encore à l'œil le ressaut des hanches et le rebondissement des rondeurs, ballonnant la robe, une taille impossible, ridicule de minceur, adorable comme tout ce qui est chez la femme à la monstruosité de la petitesse. De cette femme laide s'échappait une âpre et mystérieuse séduction. L'ombre et la lumière se heurtant et se brisant à son visage, plein de creux et de saillies, y mettaient ce rayonnement de volupté jeté par un peintre d'amour dans la pochade du portrait de sa maîtresse. Tout en elle, sa bouche, ses yeux, sa laideur même, avait une provocation et une sollicitation. Un charme aphrodisiaque sortait d'elle, qui s'attaquait et s'attachait à l'autre sexe. Elle dégageait le désir et en donnait la commotion. Une tentation sensuelle s'élevait naturellement et involontairement d'elle, de ses gestes, de sa marche, du moindre de ses remuements de l'air où son corps avait laissé une de ses ondulations. À côté d'elle, on se sentait près d'une de ces créatures troublantes et inquiétantes, brûlantes de mal d'aimer, et l'apportant aux autres, dont la figure revient à l'homme aux heures inassouvies, tourmente ses pensées lourdes de midi, hante ses nuits, viole ses songes. Au milieu de l'examen de mademoiselle de Varandeuil, Germinie se baissa, se pencha sur elle, lui embrassa la main à baiser pressé. « Bon, assez de lichade, dit mademoiselle. Vous userez la peau avec ta façon d'embrasser. Allons, pars, amuse-toi et tâche de ne pas rentrer trop tard, ne t'étreinte pas. » Mademoiselle de Varandeuil resta seule. Elle mit ses coudes sur ses genoux, regarda dans le feu, donna des coups de pincette sur les tisons, puis comme elle avait l'habitude de faire dans ses grandes préoccupations du plat de sa main, elle se frappa sur la nuque 2 ou 3 petits coups secs qui mirent tout de travers sous son serre-tête noir. Chapitre 6. En parlant mariage à Germinie, mademoiselle de Varandeuil touchait la cause du mal de Germinie. Elle mettait la main sur son ennui. L'irrégularité d'humeur de sa bonne, les dégoûts de sa vie, les langueurs, le vide et le mécontentement de son être venaient de cette maladie que la médecine appelle la mélancolie des vierges. La souffrance de ses 24 ans était le désir ardent, irrité, poignant du mariage, de cette chose trop saintement honnête pour elle et qui lui semblait impossible devant l'aveu que sa probité de femme voulut faire de sa chute, de son indignité. Des pertes, des malheurs de famille venaient l'arracher à ses idées. Son beau-frère, le mari de sa sœur, la portière, avait fait le rêve des Auvergnats. Il avait voulu joindre au profit de sa loge les gains du commerce de bric-à-brac. Il avait commencé modestement par cet étal dans la rue, aux portes des ventes, après d'essai, où l'on voit rangés sur du papier bleu des flambeaux en plaqué, des rondes serviettes en ivoire, des lithographies coloriées, encadrées, d'une dentelle d'or sur fond noir et 3 ou 4 volumes dépareillés de Buffon. Ce qu'il gagna sur les flambeaux en plaqué le grisa. Il loua dans une allée de passage, en face d'un raccommodeur de parapluies, une boutique noire, et il se mit à faire là le commerce de cette curiosité qui va et vient dans les salles basses de l'hôtel des commissaires-priseurs. Il vendit des assiettes à coque, des morceaux du sabot de Jean-Jacques Rousseau et des aquarelles de Balu signées Watteau. À ce métier, il mangea ce qu'il avait gagné, puis s'endetta de quelques 1000 francs. Sa femme, pour remonter un peu le ménage et
tâchait de sortir des dettes, demandait et obtenait une place d'ouvreuse de loge au théâtre historique. Elle faisait garder le soir sa porte par sa sœur la couturière, se couchait à 1 heure, se levait à 5. Au bout de quelques mois, elle attrapa dans les corridors du théâtre une pleurésie qui traîna et l'enleva au bout de 6 semaines. La pauvre femme laissait une petite fille de 3 ans, attaquée d'une rougeole qui avait pris le caractère le plus pernicieux dans l'empuantissement de la soupente et dans l'air où l'enfant respirait depuis plus d'1 mois la mort de sa mère. Le père était parti pour tâcher d'emprunter de l'argent. Il se remarierait là-bas. On n'en eut plus de nouvelles. En sortant de l'enterrement de sa sœur, Germinie courut chez une vieille femme vivant de ces curieuses industries qui empêchent à Paris la misère de mourir complètement de faim. Cette vieille femme faisait plusieurs métiers. Tantôt elle coupait d'égale grandeur des crins de brosse, tantôt elle séparait des morceaux de pain d'épices. Quand cela chômait, elle faisait la cuisine et débarbouillait les enfants, de petits marchands ambulants. Dans le carême, elle se levait à 4 heures du matin et allait prendre à Notre-Dame une chaise qu'elle revendiquait. Lorsque le monde arrivait, 10 ou 12 sous pour se chauffer, dans le trou où elle logeait rue Saint-Victor. Elle allait à l'heure où le jour tombe, arrachée en se cachant de l'écorce aux arbres du Luxembourg. Germinie, qui la connaissait pour lui donner toutes les semaines les croûtes de la semaine, lui louait une chambre de domestique dans la maison au 6e et l'y installait là avec la petite fille. Elle fit cela d'un premier mouvement sans réfléchir. Les duretés de sa sœur lors de sa grossesse, elle ne se les rappelait plus. Elle n'avait pas même eu besoin de les pardonner. Germinie n'eut plus alors qu'une pensée, sa nièce. Elle voulait la faire revivre et l'empêcha de mourir à force de la soigner. Elle s'échappait à tout moment de chez mademoiselle, grimpait 4 à 4 au 6e, courait embrasser l'enfant, lui donnait de la tisane, l'arrangeait dans son lit, la voir, redescendait essoufflée et toute rouge de plaisir. Les soins, les caresses, ce souffle du cœur dont on ranime un petit être prêt à s'éteindre, les consultations, les visites de médecins, les médicamentations coûteuses, les remèdes des riches, Germinie s'épargna rien pour la petite et lui donna tout. Ses gages passaient à cela. Pendant près d'1 an, elle lui fit prendre tous les matins du jus de viande. Elle, qui était dormeuse, se levait à 5 heures du matin pour le faire. Et elle se réveillait toute seule, comme les mères. L'enfant était enfin sauvé, quand un matin, Germinie reçut la visite de sa sœur, la couturière, qui était mariée depuis 2 ou 3 ans avec un ouvrier mécanicien et qui venait lui faire ses adieux. Son mari suivait des camarades qu'on venait d'embaucher pour aller en Afrique. Elle partait avec lui et proposait à Germinie de lui prendre la petite et de l'emmener là-bas avec son enfant. Il s'en chargeait. Germinie n'aurait qu'à payer le voyage. C'était une séparation à laquelle il lui faudrait toujours se résoudre à cause de sa maîtresse. Puis, elle était sa tante aussi. Et elle ajoutait parole sur parole pour se faire donner l'enfant avec lequel elle et son mari comptaient une fois en Afrique apitoyer Germinie, lui attraper ses gages, lui carotter le cœur et la bourse. Se séparer de sa nièce, cela coûtait beaucoup à Germinie. Elle avait mis un peu de son existence sur cet enfant. Elle s'y était attachée par les inquiétudes et les sacrifices. Elle l'avait disputée et reprise à la maladie. Cette vie de la petite fille était son miracle. Cependant, elle comprenait qu'elle ne pourrait jamais la prendre chez mademoiselle. Que mademoiselle, à son âge, avec la fatigue de ses années et le besoin de tranquillité des vieilles gens, ne supporterait jamais le bruit toujours remuant d'un enfant. Puis, cette petite fille dans la maison prêtait au cancan et faisait causer toute la rue. On disait que c'était sa fille.
Germinie s'en ouvrit à sa maîtresse. Mademoiselle de Varandeuil savait tout. Elle savait qu'elle avait pris sa nièce, mais elle avait fait semblant de l'ignorer. Elle avait voulu fermer les yeux et ne rien voir pour tout permettre. Elle conseilla à Germinie de confier sa nièce à sa sœur en lui montrant toutes les impossibilités de la garder et lui donna l'argent pour payer le voyage du ménage. Ce départ fut un déchirement pour Germinie. Elle se trouva isolée et inoccupée. N'ayant plus cet enfant, elle ne sut plus quoi aimer. Son cœur s'ennuya et, dans le vide d'âme où elle se trouvait, sans cette petite, elle revint à la religion et reporta ses tendresses à l'Église. Au bout de 3 mois, elle reçut la nouvelle de la mort de sa sœur. Le mari, qui était de la race des ouvriers guignards et pleurards, lui faisait dans sa lettre, avec de grosses phrases émues et des ficelles d'attendrissement, un tableau désolant de sa position, avec l'enterrement à payer, des fièvres qui l'empêchaient de travailler, 2 enfants en bas âge, sans compter la petite, une maison sans femme pour faire chauffer la soupe. Germinie pleura sur la lettre, puis sa pensée se mit à vivre dans cette maison, à côté de ce pauvre homme, au milieu des pauvres enfants, dans cet affreux pays d'Afrique, et une vague envie de se dévouer commença à s'éveiller en elle. D'autres lettres suivaient où, en la remerciant de ses secours, son beau-frère donnait à sa misère, à l'abandon où il se trouvait, au malheur qui l'enveloppait, une couleur encore plus dramatique. La couleur que le peuple donne aux choses avec ses souvenirs du boulevard du crime et ses lambeaux de mauvaise lecture. Une fois prise à la blague de ce malheur, Germinie ne put s'en détacher. Elle croyait entendre là-bas des cris d'enfants l'appeler. Elle s'enfonçait, s'absorbait dans la résolution et le projet de partir. Elle était poursuivie de cette idée et de ce mot d'Afrique qu'elle remuait et retournait sans cesse au fond d'elle, sans une parole. Monsieur de Varandeuil, la voyant si rêveuse et si triste, lui demanda ce qu'elle avait, mais en vain. Germinie ne parla pas. Elle était tiraillée, torturée, entre ce qui lui semblait un devoir et ce qui lui paraissait une ingratitude, entre sa maîtresse et le sang de ses sœurs. Et c'est la fin de notre lecture de Germinie Lacerteux. Merci à vous d'avoir été avec moi pour cette lecture des Frères Goncourt. Je la poursuivrai dans notre prochain voyage, alors soyez au rendez-vous. D'ici là, n'hésitez pas à réagir, je vous le rappelle, #VBN. Merci à vous tous, très belle journée sur D8. À bientôt.